Alors, je m'appelle Clément Barillon, je suis docteur en droit, maître de conférences en droit privé à l'Université de Paris-Nanterre. Alors, un maître de conférence est un fonctionnaire de catégorie A qui est un enseignant-chercheur, c'est-à-dire quelqu'un qui est à la fois enseignant et chercheur, donc qui a des fonctions d'enseignement à l'université et des charges de recherche, qu'il organise de façon choisie et personnelle. Alors, les qualités essentielles pour exercer cette profession, elles sont un petit peu incluses dans sa dénomination. Il faut être à la fois un enseignant et un chercheur, donc essayer d'avoir au maximum des qualités pédagogiques et des qualités scientifiques, sachant que l'une et l'autre s'enrichissent mutuellement en réalité. Alors, comment devient-on maître de conférence? C'est un parcours un peu compliqué qui se fait en plusieurs étapes. D'abord, il faut être titulaire d'un master de droit et c'est à l'issue de ces études qu'on décide de devenir docteur en droit. Donc c'est un exercice, l'exercice de thèse est un exercice exigeant qui se fait en 6 ans. Théoriquement moins, mais en pratique c'est en 6 ans, et qui, au terme de cet exercice, doit être assorti des meilleures mentions pour pouvoir présenter son dossier devant une instance nationale qu'on appelle le Conseil national des universités, qui tous les ans qualifie un certain nombre de candidats au vu de la qualité de leur dossier. Et ces candidats, une fois qualifiés, font ce qu'on appelle vulgairement un tour de France, c'est-à-dire qu'ils présentent leur candidature dans les différents établissements qui les intéressent, les différents établissements qu'ils souhaitent intégrer. Et ces concours-là sont souvent exigeants puisque le nombre de postes est très largement inférieur au nombre de candidats. Il n'est pas rare que dans une université, il y ait 90 candidats pour un poste. Et ce n'est donc qu'à l'issue de ces différentes étapes, donc le doctorat, la qualification par le Conseil national des universités, puis le recrutement dans un établissement, que l'on devient véritablement maître de conférence des universités. L'un et l'autre sont des enseignants-chercheurs. Mais parmi les enseignants-chercheurs, il existe 2 corps. L'un de maître de conférence et l'autre de professeur des universités. La différence fondamentale, elle est statutaire, c'est-à-dire qu'on ne devient pas maître de conférence de la même manière qu'on devient professeur, et les évolutions de carrière sont différentes. En pratique, les fonctions peuvent être très similaires, puisque les maîtres de conférence peuvent assurer des cours magistraux et assurer la direction d'unités de recherche, mais les textes applicables prévoient que les professeurs des universités ont une vocation prioritaire aux cours magistraux et à la direction des unités de recherche. Alors, il est difficile d'avoir une journée type en fait pour chaque enseignant, puisque l'un des grands attraits de la profession, c'est sa liberté. Mais si on essaie de dessiner un petit peu les contours d'une journée archétypale, d'abord il y a des charges d'enseignement, donc c'est une des missions premières que nous avons, donc il y a le cours à assurer, les cours à assurer dans la journée, et puis à ces cours viennent s'ajouter des charges administratives, ça peut être la direction d'un master, ça peut être la correction de mémoire, des charges à l'IEJ, des réunions, des délibérations diverses en conseil du FR, les comités de sélection, éventuellement la participation à des jurys, et puis les activités de recherche, la rédaction d'un article, commentaire d'un arrêt, la préparation d'un colloque sont des activités qui nous demandent beaucoup de temps, de la concentration et beaucoup d'énergie. Alors, l'une des 2 grandes missions d'un enseignant-chercheur, c'est la recherche. La recherche est un exercice qui, pour une très large partie, en réalité, est un exercice solitaire. Mais tout l'intérêt de la recherche, c'est de la partager. Et il existe plusieurs formes de partage. Alors, on peut partager les résultats de sa réflexion soit sous la forme de colloques, qui prennent aussi la dimension de réflexion collective, soit de publication d'articles ou bien encore de publication d'ouvrages, sachant qu'aucun de ces exercices n'est un exercice imposé. Les enseignants-chercheurs sont libres d'organiser leur temps de recherche comme ils le souhaitent et de partager ou pas ces réflexions sous les différentes formes qu'on a vues. Mais il n'y a pas de contrainte attachée à
par une contrainte que l'on s'impose à soi-même. Alors, ai-je une petite anecdote des premiers pas que j'ai pu effectuer en tant que maître de conférence? Oui, je songe immédiatement à l'une d'entre elles. C'est vrai que quand on devient maître de conférence, on a enseigné par le passé, mais pas nécessairement en amphithéâtre. Et je me souviens avoir eu une certaine appréhension, pour ne pas dire plus, lors du premier cours de droit des biens que je devais assurer. À l'université Paris-Nanterre, on a une petite caractéristique, c'est qu'on rentre, qui est parfois commune, qui peut être commune à d'autres universités, mais on rentre dans l'amphithéâtre par le haut. Certaines universités ont organisé une entrée par le bas, ce qui présente des conforts plus évidents. Quand on rentre par le haut et quand on est un jeune maître de conférence, on a 400, 500 petits regards qui se tournent vers nous au fur et à mesure que l'on descend l'amphi, et la descente peut être assez longue. Puis ensuite, on monte sur l'estrade et là les choses doivent commencer. C'est un vrai bonheur, mais la descente, je me souviendrai toujours de cette descente, a été assez longue. Alors, existe-t-il une bonne manière d'aborder les enseignements quand on est maître de conférence, mettre plus de distance en amphithéâtre ou plus de proximité? Je ne suis pas certain qu'il y ait une bonne façon de faire. Je crois que la meilleure façon de faire, c'est de faire ce qui nous correspond. À titre personnel, j'ai besoin d'échanges avec les étudiants. C'est une vraie source d'épanouissement pour moi, y compris en amphi. Donc c'est un défi, mais j'ai besoin, moi, de cette proximité et c'est la méthode qui me correspond le plus. Donc je crois beaucoup à l'interaction, autant qu'elle est possible en amphithéâtre, parce que c'est pas toujours évident. Mais je crois beaucoup à cela et je pense réussir à faire passer un certain nombre de choses par la proximité. Alors, conseillerais-je à de jeunes étudiants de s'engager dans la profession de maître de conférence, ou de professeur d'ailleurs, donc d'enseignant-chercheur? 1000 fois oui. 1000 fois oui, c'est à mes yeux un peu plus qu'une profession. Je ne vais pas aller jusqu'à la passion, il ne faut pas être excessif, mais il est incontestable que c'est une profession qui est très privilégiée. Je pense qu'il est très difficile d'y rentrer, mais qu'une fois qu'on est dans l'un ou l'autre de ces corps, c'est une énorme source d'épanouissement, avec quelque chose qui n'est pas négligeable. C'est la grande liberté dont on jouit. Ce n'est pas le cas de toutes les professions. Et encore une fois, à titre personnel, être devant les étudiants, moi, c'est une source d'épanouissement première dans ma vie. Donc je conseillerais à tous ceux qui ont une petite fibre d'enseignement de faire grandir cette fibre et de la nourrir pour arriver à ce statut qui me paraît être un merveilleux statut, à ceci près quand même que, et c'est un petit mot à l'attention de tous ceux qui souhaiteraient devenir enseignants-chercheurs, il y a une certaine dimension dont on parle peut-être peu, et je pense qu'il faut savoir composer avec une certaine forme de solitude, puisque quand on enseigne en amphithéâtre, on est seul, quand on prépare ses enseignements, on est seul, quand on effectue de la recherche, on est seul. Ça n'empêche pas d'avoir des grands moments de partage, mais il faut savoir composer avec une certaine forme de solitude devant sa propre réflexion. Et de ce point de vue-là, l'exercice de thèse prépare largement à ce petit trait de caractère qu'il faut apprivoiser par la suite.